Moi, je vais vous lire un extrait de Histoire de ma vie, écrit par Georges Sand, qui relate son voyage à Majorque avec ses enfants et bien sûr Frédéric Chopin. Il est une âme non moins belle et pure dans son essence, non moins malade et troublée dans ce monde, que je retrouve avec autant de placidité dans mes entretiens avec les morts et dans mon attente de ce monde meilleur, où nous devons nous reconnaître tous au rayon d'une lumière plus vive et plus divine que celle de la terre. Je parle de Frédéric Chopin, qui fut l'hôte des 8 dernières années de ma vie de retraite à Nohant sous la monarchie. En 1838, je me décidai à chercher pour Maurice un hiver plus doux que le nôtre. J'espérais le préserver ainsi du retour des rhumatismes cruels de l'année précédente. Je voulais trouver en même temps un lieu tranquille où je puisse le faire travailler un peu, ainsi que sa sœur, et travailler moi-même sans excès. Comme je faisais mes projets et mes préparatifs de départ, Chopin, que je voyais tous les jours et dont j'aimais tendrement le génie et le caractère, me dit à plusieurs reprises que s'il était à la place de Maurice, il serait bientôt guéri lui-même. Je le crus, et je me trompais. Je ne le mis pas dans le voyage à la place de Maurice, mais à côté de Maurice. Ses amis le pressaient depuis longtemps d'aller passer quelque temps dans le midi de l'Europe. On le croyait phtisique. Sachant bien que jamais Chopin ne se déciderait à quitter le monde et la vie de Paris sans qu'une personne aimée de lui et dévouée à lui l'y entraînât, ses amis me pressèrent vivement de ne pas repousser le désir qu'il manifestait si à propos, et d'une façon tout inespérée. Chopin était dans un moment de santé qui rassurait tout le monde. Nous avions tous confiance. Je priais cependant Chopin de bien consulter ses forces morales, car il n'avait jamais envisagé sans effroi depuis plusieurs années l'idée de quitter Paris, son médecin, ses relations, son appartement même et son piano. C'était l'homme des habitudes impérieuses, et tout changement, si petit qu'il fût, était un événement terrible dans sa vie. Je partis avec mes enfants en lui disant que je passerais quelques jours à Perpignan et que s'il ne venait pas au bout d'un certain délai, je passerais en Espagne. J'ai choisi Majorque sur la foi de personnes qui croyaient bien connaître le climat et les ressources du pays et qui ne les connaissaient pas du tout. Nous fîmes un grand détour, voyageant pour voyager. Lyon, Avignon, Nîmes. Nous gagnâmes Perpignan où dès le lendemain nous vîmes arriver Chopin. Il avait très bien supporté le voyage, il ne souffrit pas trop de la navigation jusqu'à Barcelone, ni de Barcelone jusqu'à Palma. Le temps était calme, la mer excellente. Nous sentions la chaleur augmenter d'heure en heure. Maurice supportait la mer presque aussi bien que moi, Solange moins bien. Mais, à la vue des côtes escarpées de l'île dentelée au soleil du matin par les aloès et les palmiers, elle se mit à courir sur le pont, joyeuse et fraîche comme le matin même. Pourtant, dès que l'hiver se fit, et il se déclara tout à coup par les pluies torrentielles, Chopin présenta subitement aussi tous les caractères de l'affection pulmonaire. Je ne sais ce que je serais devenue si les rhumatismes se furent emparés de Maurice. Nous n'avions aucun médecin qui nous inspirât confiance, et les plus simples remèdes étaient presque impossibles à se procurer. Grâce au ciel, Maurice, affrontant du matin au soir la pluie et le vent avec sa sœur, recouvra une santé parfaite. Ni Solange ni moi ne redoutions les chemins inondés et les averses. Nous avions trouvé dans une chartreuse, abandonnée et ruinée en partie, un logement sain et des plus pittoresques. Je donnais les leçons aux enfants dans la matinée. Ils couraient tout le reste du jour pendant que je travaillais. Le soir, nous courions ensemble dans les cloîtres au clair de lune où nous lisions dans les cellules. Notre existence eût été fort agréable dans cette solitude romantique, si ce triste spectacle des souffrances de notre compagnon et certains jours d'inquiétude sérieuse pour sa vie ne m'eussent ôté forcément tout le plaisir et tout le bénéfice du voyage. Le pauvre grand artiste était un malade détestable. Ce que j'avais redouté, pas assez malheureusement, arriva. Il se démoralisa d'une manière complète. Supportant la souffrance avec assez de courage, il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination. Le cloître était pour lui plein de terreurs et de fantômes, même quand il se portait bien. Il ne le disait pas, et il me fallut le deviner. Au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants, je le trouvais, à 10 heures du soir, pâle devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme dressés sur la tête.
Il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître. Il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer, ou pour mieux dire, des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui, comme à son insu, dans cette heure de solitude, de tristesse et d'effort. Il en était ainsi de son caractère en toutes choses. Sensible un instant aux douceurs de l'affection et au sourire de la destinée, il était froissé des jours, des semaines entières par la maladresse d'un indifférent ou par les menues contrariétés de la vie réelle. Et, chose étrange, une véritable douleur ne le brisait pas autant qu'une petite. Il semblait qu'il n'eût pas la force de la comprendre d'abord et de la ressentir ensuite. La profondeur de ses émotions n'était donc nullement en rapport avec leur cause. Quant à sa déplorable santé, il l'acceptait héroïquement dans les dangers réels et il s'en tourmentait misérablement dans les altérations insignifiantes. Ceci est l'histoire et le destin de tous les êtres en qui le système nerveux est développé avec l'excès. Notre séjour à la Chartreuse de Valdemosa fut donc un supplice pour lui et un tourment pour nous. Doux, enjoué, charmant dans le monde, Chopin malade était désespérant dans l'intimité exclusive. Nulle âme n'était plus noble, plus délicate, plus désintéressée, nul commerce plus fidèle, plus loyal, nul esprit plus brillant dans la gaieté, nulle intelligence plus sérieuse et plus complète dans ce qui était de son domaine. Mais en revanche, hélas, nulle humeur n'était plus inégale, nulle imagination plus ombrageuse et plus délirante, nulle susceptibilité plus impossible à ne pas irriter, nulle exigence de cœur plus impossible à satisfaire. Et rien de tout cela n'était sa faute à lui, c'était celle de son mal. Son esprit était écorché vif, le pli d'une feuille de rose, l'ombre d'une mouche le faisait saigner. Excepté moi et mes enfants, tout lui était antipathique et révoltant sur le ciel de l'Espagne. Il mourait de la patience du départ, bien plus que des inconvénients du séjour. À la fin de l'hiver, je quittai la Chartreuse avec un mélange de joie et de douleur. J'y aurais bien passé 2 ou 3 ans seul avec mes enfants. Le ciel devenait magnifique et l'île un lieu enchanté. Notre installation romantique nous charmait. Maurice se fortifiait à vue d'œil et nous ne faisions que rire des privations pour notre compte. Je lisais de beaux ouvrages de philosophie et d'histoire quand je n'étais pas garde-malade. Et le malade lui-même eût été adorablement bon s'il eût pu guérir. De quelle poésie sa musique remplissait ce sanctuaire, même au milieu de ces plus douloureuses agitations. Et la Chartreuse était si belle sous ses festons de lierre, la floraison si splendide dans la vallée, l'air si pur sur notre montagne, la mer si bleue à l'horizon. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais habité et l'un des plus beaux que j'ai jamais